Bon, bonjour à tous, c'est bon, ça commence. Hello. Alors bienvenue au Hello. Self-Love Days avec le collectif Junon, donc Clémentine et Jessica que j'espère on voit, moi je ne les vois pas, et Anne-Cécile de Gapian qui est normalement avec Marine mais qui doit être en train de regarder l'événement, et Lorraine d'Orléac, la fondatrice de Climax qui va être, qui est notre invitée pour cette première partie du Self-Love Days aujourd'hui, qui est dédié donc à la masturbation, comment la masturbation est un acte de bien-être et d'amour pour soi. Voilà, je laisse peut-être rapidement Clémentine et Jessica présenter qu'est-ce que fait le collectif Junon, pareil pour Anne-Cécile, pour Gapian. Ensuite, je le ferai pour moi, pour Solcu. En attendant, vous pouvez juste voir comment la plateforme fonctionne. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va surtout utiliser la partie questions si vous voulez poser des questions de manière complètement anonyme, où il n'y aura que nous, les intervenantes organisatrices, qui verront votre question. Sinon, dans le chat, vous verrez que normalement, vous ne verrez que les prénoms des gens et pas les noms de famille pour essayer d'anonymiser un minima. Mais il n'empêche que ça peut être pas mal pour discuter, voir les questions et intervenir par rapport à ce que dira Lorraine et Camille Bataillon tout à l'heure, la deuxième intervenante qui est sexologue. Donc voilà, vous pouvez peut-être commencer, voir comment ça marche en nous disant juste d'où vous venez, d'où vous nous écoutez. Et je laisse la parole à Clémentine et Jessica. Alors, déjà, bonjour à tout le monde et merci d'être ici aujourd'hui. Nous, on est le collectif Junon. Du coup, on est deux sur cette association. On a créé ça en 2014 pour parler de sexualité et de plaisir parce que c'est toujours comme tout. Ça l'était encore plus avant. On n'avait pas de plateforme. Donc, on a créé une plateforme participative où on pouvait parler de sexe librement. Et voilà, il y a 2 ans, Junon à créer d'autres projets, du coup. Oui, parce qu'en fait, on a commencé ce projet comme un projet étudiant. En fait, c'était notre projet de fin de diplôme, de fin d'études. Et donc, on était de jeunes femmes dans notre petite ville alsacienne. Et on n'avait pas trop accès à des informations sur la sexualité, en fait. Et c'est parti d'une réflexion où on s'est dit, ah, mais en fait, il y a des sextoys qui sont cool et on aimerait bien trouver un endroit où en acheter. Sauf que le seul sex shop de Annecy, c'était vraiment l'enfer. C'était vraiment un endroit où tu n'as pas du tout envie de mettre les pieds. Et on s'est dit, mais en fait, pourquoi il n'y aurait pas une plateforme, un site qui réunirait des informations sur un ton fun et accessible, en fait, qui parlerait de plaisir féminin. Donc, c'était vraiment une demande qu'on avait. Collectif Junon, maintenant, c'est un blog, surtout participatif, et surtout c'est comme ça, moi, que je vous ai découvert, un magazine qui s'appelle Hystérique. C'est ça. Donc, en fait, le blog a pris, depuis 2014, donc voilà, il a un peu... voilà, on a changé un peu notre réflexion. Au début, on était vraiment plaisir féminin. Puis après, bon, on s'est un peu... on a réfléchi sur des questions plus générales de féminisme, de corps, de sexualité au pluriel. Et du coup, on a créé il y a 2 ans un magazine qui s'appelle Hystérique. Donc, un magazine artistique en hybride, en collaboration avec plusieurs artistes, sur des thématiques qui parlent quand même de plaisir, de sexualité. Donc voilà ce qu'on fait, on organise des événements, des expositions. Ouais, on pourra en reparler, mettre des liens tout à l'heure, c'est trop bien ce que vous faites, les magazines sont vraiment top. Et le deuxième est encore disponible, je crois que le premier, il n'y a plus de stock, mais le deuxième, on peut encore l'avoir, donc ça, il faudrait mettre les liens. Je te laisse, désolée Anne, du coup, à ton tour, désolée, je vous coupe les films. Pas de problème. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Donc, moi, je suis Anne-Cécile Descaillots. Je suis cofondatrice de la plateforme de bien-être intime et sexuel Gapian. En fait, avec mon associée Marine, on a fondé Gapian et on a ouvert le site en décembre dernier. Et en fait, pourquoi Gapian Parce qu'on s'est rendu compte
qu'il n'y avait pas d'univers, en fait, pas d'endroit qui nous plaisait pour acheter des produits liés à l'intimité, à la sexualité, mais aussi pour trouver de l'information. Donc, ça a été la genèse de Gapian et l'idée est venue de là. Donc, du coup, en fait, on a voulu créer une plateforme qui est à la fois un e-shop. Donc, sur Gapian, vous allez trouver des produits pour votre intimité. Donc, par exemple, avec des perles périnéales pour se muscler le périnée, ou bien des baumes ou des lubrifiants pour les personnes à vulve et à pénis, évidemment, ou bien avec des tisanes pour gérer vos douleurs de règles. Mais on a aussi une sélection de produits plaisir. Donc là, on a les fameux masseurs clitoridiens. Donc ceux qui sont un peu familiers avec les womanizers, ce genre d'accessoires de masturbation qu'on a aussi. Et ensuite, on a toute une partie qu'on appelle The Gapianist, et on fait du contenu donc informatif et éducatif sur l'intimité et la sexualité. Et on a aussi des vidéos masterclass, donc on fait en collaboration avec des experts qui viennent expliquer leur point de vue sur divers sujets. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'appelle plateforme de bien-être intime et sexuel. Et donc on est très heureuse aujourd'hui de collaborer avec Clémentine et Jessica de Junon et bien sûr Manon de Talku. Et voilà, on va avoir une belle séance. Donc moi je vous retrouve après avec Camille Bataillon. On animera un petit échange avec Camille. Donc avec Clem et Jess, on va s'occuper du chat et on va répondre à vos questions pendant que Manon et Lorraine dialoguent en fait sur le beau projet de Climax. Merci. Alors du coup, et moi rapidement, donc Manon de Talku Univers. Pourquoi c'est un univers? Parce que nous, notre but, c'est de libérer la parole autour de la sexualité. Pour ça, il y a plein de moyens. Et c'est vrai qu'on a commencé par aussi un concept store en ligne et parfois des pop-up où du coup, on choisissait tout type d'outils pour libérer cette parole, du sextoys au livre, à l'objet de décoration. Et on aimerait se développer vraiment plus sur l'éducation parce que on l'a fait à travers ces objets-là en essayant de les présenter, de faire vraiment une sélection parmi tout ce qui existe dans le milieu de la sexualité en termes d'objets. Mais on s'est rendu compte que finalement, il y avait toujours les mêmes questions de base qui restaient, notamment sur le sujet de la masturbation qui est notre thème aujourd'hui. Et c'est pour ça que d'un côté, il y a donc ce concept store en ligne, les podcasts où j'interviewe les entrepreneurs ou les artistes ou les influenceurs qui font bouger les choses et qui réfléchissent à la sexualité d'hier, d'aujourd'hui et surtout de demain. Du coup, j'avais pu interroger Lorraine dès le 5e épisode sur ce sujet-là. Et du coup, on a lancé depuis la semaine dernière les webinars pour proposer de plus en plus de contenu d'information et bientôt des ateliers, j'espère, et des formations, des réponses, des accompagnements un peu plus personnalisés aux gens qui veulent réfléchir et prendre en main leur sexualité, puisque ça fait partie du bien-être, comme aller chez le coiffeur ou se faire masser. Voilà. Donc, je te laisse la parole, Lorraine, pour présenter Climax, qui est un super outil d'éducation à la sexualité. Ça marche. Merci déjà, Manon, pour cette invitation. Et merci à tous les gens qui se connectent et pour qui le sujet de la masturbation, en tout cas, est important. Alors, du coup, moi, je suis Lorraine, donc la cofondatrice de Climax. Donc, on s'est lancé en novembre 2019 et Climax, c'est une série éducative dédiée au plaisir féminin. Donc, c'est un système qui fonctionne en fait par saison. Donc, pour l'instant, la saison 1 donc, a été lancée il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant sur la stimulation externe du clitoris. Donc, on va dire sur la stimulation vraiment externe, en tout cas de la vulve. Donc, on ne parle pas encore de l'interne. Donc ça, c'est en format épisode 100% vidéo. C'est vraiment du contenu éducationnel, pédagogique, certes explicite dans le sens où vous pouvez voir véritablement une vulve en gros plan expliquer en fait les différentes techniques de masturbation avec une voix off qui vous guide en fait et qui vous donne des statistiques, le nombre de personnes qui ont apprécié cette technique, qui le pratiquent assez fréquemment, etc., etc. Donc, c'est soit à la fois des études scientifiques provenant
d'études américaines ou autres, ou alors d'une étude que j'ai menée moi en fait en 2019 auprès de 107 femmes européennes et qui m'ont donné en fait leur technique favorite de masturbation. Donc voilà comment est Climax. Donc c'est vraiment du contenu 100% vidéo aujourd'hui. Peut-être qu'on va le changer dans quelques temps, mais en tout cas pour aujourd'hui c'est vraiment du contenu 100% vidéo. Ouais, et c'est ça la force, en tout cas, de Climax pour l'instant, c'est cette approche différente qui est par la vidéo. Pourquoi tu as choisi la vidéo, en fait, parce que c'est quand même un choix qui peut paraître difficile. Comment montrer des techniques de masturbation, de bien-être, sans se faire qualifier de pornographique, montrer que c'est du bien-être, trouver comment filmer, comment montrer ça bien, choisir les techniques, parce qu'il y en a 17, mais il y a aussi d'autres vidéos où là, tu abordes au-delà des techniques, d'autres thématiques comme des pratiques liées au tantrisme ou des choses à faire en couple, un peu sur la méditation. Voilà, donc il y a toute une réflexion sur même l'ordre de ces vidéos, peut-être. Ouais, complètement. Donc, effectivement, tu as bien retenu, mais il y a 17 techniques de masturbation. Donc, pourquoi 17 et pourquoi pas 20 parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment les 17 les plus pratiquées et les plus communes, en tout cas. Et puis, donc voilà, c'est un chiffre impair. Bon, bah, c'est comme ça. Mais en tout cas, on n'a pas voulu rajouter des techniques pour en rajouter, mais vraiment mettre en lumière celles qui sont les plus pratiquées par les femmes. Et ensuite, en effet, le choix de la vidéo, relativement logique aujourd'hui, dans le sens où les gens ont aujourd'hui l'habitude de regarder beaucoup Netflix, beaucoup YouTube. On a de plus en plus de mal, je pense, à focaliser aussi notre attention sur des textes trop longs, qui demandent trop de temps à être lus. Et c'est vrai que la force de la vidéo, c'est de pouvoir mettre en avant à la fois de l'information pertinente où les gens peuvent effectivement apprendre des choses intéressantes qu'ils ne savaient peut-être pas déjà et montrer des choses explicites, mais tout en... Alors ça n'a pas été facile de trouver justement le juste équilibre entre le côté explicite mais non pornographique. Donc je pense qu'on a réussi notre pari, en tout cas sur cette saison 1, de pas être, c'est-à-dire de pas être gêné en regardant des telles vidéos. Nous, on a même des sexologues, ou enfin, en tant que parents qui regardent ça avec leurs adolescents qui ont 16, 17, 18 ans et qui sont pas gênés. Et pour moi, ça c'était extrêmement important de pas être gêné en visionnant une telle formation. Et je pense que c'est pas le cas c'est sûr que c'est pas le cas. Enfin, je veux dire, on n'a jamais eu de retour négatif sur ce sujet-là. Voilà. Donc ça a été assez compliqué de trouver le juste milieu. Et ensuite, comme tu disais, on a donc 17 vidéos explicatives qui nous guident, pour l'utilisateur dans les techniques de stimulation externe. Et ensuite, on a rajouté à cela 6 exercices de ce qu'on appelle des séances de respiration en pleine conscience, donc qui sont issus du tantra. Donc c'est vraiment des exercices, je sais pas, peut-être il y a des gens ici qui nous écoutent, qui connaissent Petit Bambou, qui connaissent Headspace, etc. Bon, voilà, c'est à peu près du même style, mais sur l'aspect un peu plus tantra. Donc c'est des exercices qui peuvent être, dans certains cas, être réalisés seuls, ou être réalisés en couple, en duo, et qui peuvent être réalisés soit habillés, soit nus. Enfin voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Et à cela, ensuite, on a ajouté des bonus en fait pour les partenaires, masculins ou féminins, peu importe, pour leur donner un peu plus de tips sur l'anatomie, voilà, le corps, d'autres petites techniques de stimulation externe, toujours. Que ça soit sur d'autres parties érogènes que uniquement sur les parties génitales. Voilà comment c'est. Découvrir que la masturbation, ça peut être, c'est une pratique, ça peut être une pratique de pleine conscience et pas forcément que concentrée sur ses parties génitales, du coup. Exactement. Ouais, c'est aussi sur tout ce qui est zone érogène. J'en profite.
J'en profite pour placer cette question là qu'on a dans le chat, parce que du coup, pour expliquer vraiment le fonctionnement, avant d'expliquer pourquoi la masturbation, etc., donc le fonctionnement de Climax, on me demande, et c'était l'une de mes questions aussi la première fois que je t'avais rencontré, c'est la différence avec, quelle est la différence à part du coup la vidéo, mais il y en a d'autres, avec le site Oh My God Yes, que certaines peut-être connaissent aussi, qui est l'américain, la marque américaine qui a fait ça, enfin l'entreprise américaine qui a fait quelque chose de similaire, mais en fait pas du tout pareil. Ouais. Ce qu'a fait Oh My God Yes, alors effectivement, eux, ils se sont lancés en 2015, si je dis pas de bêtises. Ils ont effectivement été les premiers à parler de ce sujet-là de façon un peu frontale, donc en montrant vraiment des vidéos aussi explicites. Après, bon, on se distingue d'eux sur différents types. Alors effectivement, on reste tous les deux, Oh My God Yes et Climax, sur la même thématique, à savoir le plaisir féminin. Il y a la masturbation, mais pas que. Hein, c'est à la fois la masturbation, donc ce que les femmes peuvent se faire à elles-mêmes, et ce que les partenaires peuvent faire à leurs partenaires, enfin aux personnes à vulve. C'est que la grosse différence, je dirais, c'est que Oh My God Yes n'est pas uniquement effectivement 100% vidéo, ce que nous on est, en tout cas aujourd'hui, et surtout eux se basent uniquement sur des études qu'ils ont faites eux sur des femmes américaines, ce qui n'est pas notre cas. Alors, on a perdu Manon. On a perdu tout le monde, malheureusement, mais un petit bug sûrement Internet. Ah, voilà. Je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi je n'ai pas eu de souci de connexion. Je vais réinviter. C'est convivial. Bon. Bon, on vous relaisse, on reste ici au cas où. Désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pas de souci. Non, ce que je disais, c'est qu'eux se sont vraiment basés sur des études, sur leur étude à eux, leur étude donc sur des femmes américaines. Eux se considèrent comme un centre de recherche pédagogique. Nous, on ne l'est pas. Enfin, en tout cas, pas aujourd'hui, et je pense pas non plus demain. Nous, on se base vraiment sur des études qui ont été faites et qui sont faites même encore aujourd'hui sur le sujet du plaisir féminin. Donc, c'est des études qui peuvent être certes américaines, mais aussi on a aussi des études australiennes, anglaises, françaises, bien évidemment, finlandaises. Oui, il n'y a pas de nationalité au plaisir. Quoi. Exactement. Et aussi, ce qui est important, c'est que pour moi, la sexualité qui est, je dirais, que les femmes font en tout cas aux États-Unis, c'est pas la même sexualité, par exemple en Suède ou aussi en France. Donc ce qu'on essaie de faire à la fois avec Climax, c'est aussi d'avoir une approche aussi assez locale, dans le sens où, par exemple, dans nos vidéos aujourd'hui en français, on essaie d'utiliser pas mal de statistiques, par exemple de l'IFOP, hein, donc des statistiques faites sur des personnes françaises, donc sur des Français et des Françaises. Et par exemple, on s'est aussi lancé, on va bientôt se lancer, on a fait des sous-titres en tout cas en italien, et on utilise aussi des statistiques, pas mal de statistiques faites sur des femmes italiennes. Et donc, ce qu'on voit en climax italien et climax français, il peut y avoir des petites différences dues au fait que on n'a pas, les femmes françaises et les femmes italiennes n'ont pas forcément la même approche de la masturbation, de la sexualité, pas la même éducation non plus. Et pareil en Espagne, qui est un pays aussi beaucoup plus, entre guillemets, un peu catholique, religieux, etc., où ils ont des mœurs encore plus importantes que chez nous. Et donc, voilà, j'ai voulu aussi, à travers Climax, avoir cette approche aussi assez locale. Ouais, c'est à la fois, tu te bases sur des études qui viennent de partout, enfin internationales au début, parce qu'il y a quand même, en termes anatomiques, des choses qui se regroupent internationalement, mais après, dans l'approche et dans le discours, dans la manière dont on a envie de s'éduquer à la sexualité, finalement, là, le biais culturel est important, d'où l'importance d'être en local. Exactement. Okay. Et le dernier truc aussi, c'est que eux fonctionnent un peu plus sous forme interview, un peu canapé, si je puis dire, un peu à l'américaine. Nous, on a vraiment voulu se focaliser, je dirais, sur les techniques,
Donc, il n'y a pas cet aspect interview. Je comprends hein, qui, pour certains ou certaines personnes, en tout cas, préfèrent avoir cet aspect très humain, etc. Nous, on a voulu vraiment avoir vraiment l'aspect plus technique avec des statistiques et ne pas avoir forcément la femme qui le fait, parce que de toute façon, même si je représentais 10 femmes dans Climax, ça pourrait pas représenter la diversité à la fois des vulves, des techniques, des pratiques. Donc c'est pour ça que j'ai voulu avoir qu'une seule personne qui fasse donc les 17 techniques de stimulation externe du clitoris, en tout cas pour la saison 1. Et justement, sur cette question de diversité des vulves, il y a plusieurs questions qui sont revenues sur cette question de, alors, à la fois de l'inclusivité, pourquoi on parle de plaisir féminin et pas plaisir des vulves. Bon, après, il y a aussi une histoire, malheureusement, de marketing et de référencement, j'imagine, mais en tout cas, là, tu montres qu'une vulve. Et ensuite, la diversité des vulves en elles-mêmes, puisqu'il y a plein d'anatomies différentes de vulves. Comment Climax pense à tout ça et comment vous l'avez abordé ou vous allez l'aborder? Alors, question de l'inclusivité, c'est une question qui est effectivement très importante et sur laquelle on réfléchit bien évidemment beaucoup. Pour moi, parler de plaisir féminin, je pense que c'est assez clair. Enfin, en tout cas, je pense pas que ça pose grand problème. Après, je me rends compte que dans la façon dont je parle, bien évidemment, je parle de femmes, mais c'est toujours un peu long de dire personne à vulve, etc. Donc, je m'excuse en tout cas si j'en froisse certains ou certaines. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le discours de Climax, c'est-à-dire vraiment sur le site internet et dans les vidéos, on va procéder à un changement. Donc, on va vraiment modifier. Parce que quand je l'ai créé, en fait, il y a 1 an et demi, je n'avais pas encore toute cette perception, j'avais pas encore compris en fait l'importance, hein, et je suis très honnête en disant ça, hein, sur la diversité, et je pense que on apprend tous aussi sur le sujet, et donc ça c'est quelque chose qui va bien sûr évoluer. Comme c'est des vidéos, qu'il y a une voix off, qu'il y a un script, qu'il y a du motion design, etc., c'est assez lourd de tout. On peut pas changer comme ça en l'espace de 10 minutes, c'est beaucoup de travail, mais en tout cas c'est quelque chose sur lequel moi je m'engage. C'est que ce qui est sûr, c'est que d'ici quelques mois, il y aura un gros travail de réécriture sur le côté inclusif. Il y a une chose par contre qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, chez Climax, on utilise beaucoup de statistiques, comme je disais, de statistiques scientifiques. Enfin, on a beaucoup de sources scientifiques. Or, aujourd'hui, malheureusement, la science et toutes les études scientifiques qui ont été faites sur le plaisir féminin jusqu'à aujourd'hui ont été, dans la plupart du temps, été réalisées sur des femmes cisgenres hétérosexuelles. Donc, eux parlent de femmes, d'hommes, voilà. Et donc ça, là-dessus, on ne peut pas modifier parce que c'est les sources scientifiques qui sont comme ça, et donc je ne peux pas parler de personnes à vulve si eux parlent de femmes. Donc ça, là-dessus, je pourrais pas le modifier. Mais tout ce qui est en dehors... faut s'attaquer à changer la manière dont sont faites les études, donc c'est encore un autre travail, quoi. Voilà, c'est un gros travail, donc c'est pas forcément mon combat là aujourd'hui à l'instant T, mais je pense que de toute façon, dans les prochaines études scientifiques qui seront faites, je pense, dans les années 2020, ils prendront en compte cet aspect d'inclusivité, et c'est sûr que ça sera mis en place progressivement dans les prochaines années, mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est antérieur à 2020, malheureusement, il parle encore beaucoup femmes, hommes, et donc je suis obligée de garder en fait l'exactitude en fait des termes qu'ils utilisent. Voilà. Ok, super. Et du coup, c'est quoi exactement le déclic? Parce que je sais que tu avais d'autres projets d'autres idées autour de la sexualité, d'éducation, etc. Pourquoi la masturbation finalement? Pourquoi c'était ça? Et la masturbation du coup féminine, pourquoi c'était le plus important? Voilà. Alors, comme je disais, on ne parle pas uniquement de masturbation avec Climax, mais on parle de plaisir. Donc, on s'est effectivement attaqué à cette question de type de stimulation parce que c'était un sujet qui était très peu abordé. Alors,
aussi à la fois très bien abordé, par exemple, dans les articles de presse que j'ai pu lire, décortiquer, etc. Mais moi, en tant que lectrice, j'avais du mal à me représenter en fait les techniques qui parfois me semblaient, enfin, je comprenais pas trop ce qu'elle voulait dire, la journaliste. Donc je me disais, tiens, ça serait quand même intéressant qu'il y ait, je sais pas, des vidéos ou en tout cas des illustrations qui illustrent en fait le propos et la technique. Et je me suis toujours demandé, quand j'en parlais avec mes copines, si les techniques qu'on faisait, est-ce que c'était normal, pas normal, est-ce qu'on était un peu bizarre, etc. Et donc, c'est aussi venu de là, c'était vraiment ce besoin de se dire, OK, est-ce que, enfin, qu'est-ce que fait ma voisine typiquement? Est-ce qu'elle se masturbe comme moi, pas comme moi? Et ce que j'ai voulu aussi à travers Climax, c'était vraiment faire comprendre aux partenaires, donc essentiellement, j'avoue, masculins, forcément, qui connaissent moins bien le corps, la vulve et tout ce qu'on a autour. Je voulais vraiment leur faire comprendre que dans une relation, en tout cas, voilà, hétérosexuelle, il n'y avait pas uniquement que la pénétration qui était importante, mais qu'il y avait tout le reste, dont le clitoris, enfin, la vulve dans son intégralité et toutes les zones érogènes. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est attaqué avec Climax vraiment sur cette première saison, sur l'aspect externe. Et j'ai beaucoup de questions, beaucoup d'hommes forcément, qui me disent « Ah, mais quand est-ce que vous allez aborder le plaisir interne? C'est ce qui m'intéresse moi, etc. » Je dis « Oui, mais vous n'avez pas compris en fait. » Je fais cette saison 1 justement pour que vous compreniez que l'aspect externe est tout aussi important que l'aspect interne. Je ne dénigre pas le fait que la pénétration n'est pas importante, c'est extrêmement important et il y en a qui ont beaucoup de plaisir à travers la pénétration et c'est top, mais c'est aussi important de comprendre en quoi l'externe est très important. Voilà, quand on sait que, bon, c'est pas mes stats à moi, mais c'est des stats du rapport Sheer-Height que 98,5% des femmes qui se masturbent stimulent leur zone, la zone, en tout cas externe du clitoris. Voilà, c'est que ça donne quand même, ça montre à quel point finalement l'externe est très 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 important et qu'il faut pas l'oublier. Bien sûr. Ok, très bien. Et du coup, comment ça a été accueilli au début? À qui tu t'adressais et finalement, de toute façon, on en avait déjà parlé, mais c'était du coup l'année dernière, presque maintenant, la première fois que je t'ai interrogée sur Climax. Ça n'a pas trop changé. Ouais, ça n'a pas trop changé. Nous, forcément, quand on dit plaisir féminin, on se dit ça s'adresse qu'aux femmes, enfin qu'aux personnes à vulve. Or, comme je te disais, c'était important pour moi en fait que ça soit les personnes à vulve qui se sentent concernées par le sujet et qu'il ou elle puisse se faire plaisir encore davantage. Mais c'était aussi important pour moi que leurs partenaires aussi puissent leur faire plaisir. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé différentes formules aussi sur Climax, des formules à la fois dédiées aux personnes à vulve pour se faire plaisir elles-mêmes, mais aussi pour qu'elles puissent faire plaisir à leurs partenaires, si dans le cas de couples homosexuels, ou alors que les partenaires puissent faire plaisir aux personnes à vulve. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais en grosso modo, voilà, le package éducation et classique, c'est pour les personnes à vulve, et le package premium, c'est pour les partenaires. Ok. Et du coup, il y a eu beaucoup d'engouement de... On est à 50-50, c'est-à-dire qu'il y a autant de personnes seules, je dirais, de personnes qui l'achètent pour elles-mêmes et des personnes en couple ou, en tout cas, qui s'intéressent au plaisir féminin et qui veulent l'acheter pour eux pour s'améliorer et qui sont tout simplement curieux et qui veulent du coup faire plaisir à leur partenaire. Et donc ça, c'est chouette parce que on n'est pas dans quelque chose de de trop perso. Ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui sont curieux, qui veulent apprendre davantage, qui veulent s'améliorer, qui veulent juste en connaître davantage, et ça fait quand même plaisir. Et on est vraiment à 50-50, donc je ne saurais pas dire la proportion hommes-femmes, etc., mais en tout cas, je dirais femmes et partenaires, on est très équilibrés. Ah, mais ça, c'est top. Du coup, c'est autant une pratique solo
qu'une pratique d'apprentissage à deux ou seul. Je sais pas, après, tu peux pas forcément savoir si le partenaire achète pour regarder seul ou il propose à son autre partenaire de regarder ensemble. Mais en tout cas, Ouais, c'est ça, possible, j'ai pas beaucoup d'informations là-dessus, mais ouais, je pense que ça doit être assez équilibré aussi. Il y en a beaucoup qui se l'achètent, par exemple, pour la Saint-Valentin, qui l'offrent aussi en cadeau de Noël ou voilà. Ouais, j'ai pas trop de stats là-dessus, mais en tout cas, mais dans la plupart des cas, quand même, ils le regardent à deux. Donc, en tout cas, des retours que j'ai pu avoir, des témoignages, souvent, ils le regardent à deux et ils sont pas du tout gênés. Hein. C'est, comme je disais, c'est quelque chose, c'est plutôt bien présenté, enfin, c'est même très bien présenté. Et donc, c'est pas gênant de regarder ça à deux ou même seul. Voilà, c'est un peu comme regarder ou suivre une recette de cuisine, quoi. C'est vraiment, c'est pas gênant, quoi. Ok. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, dans les retours que tu as eus, Ouais. qu'est-ce que tu as pu avoir du coup, parce que tu nous as parlé évidemment des retours, surtout personnes à pénis qui étaient là, ou d'hommes hétérosexuels plutôt, qui disaient oui, quand est-ce qu'on passe du coup à la technique de pénétration, etc. Donc là, c'était plus pour changer ou pour apporter de nouvelles choses. Mais déjà là, avec tout ce qu'il y a sur Climax, quels sont les retours? Est-ce qu'il y a des techniques qui plaisent plus que d'autres? Est-ce que tu peux savoir ce genre de choses? Alors, nous, on ne demande pas trop de choses de la part de nos users. On évite de trop s'immiscer dans leur intimité. En tout cas, effectivement, on a bien sûr des retours, des témoignages en disant, enfin, il y en a une, par exemple, qui me vient en tête, hein, une personne, par exemple, qui avait des problèmes de dyspareunie, donc qui a mal, par exemple, lors d'une pénétration vaginale, et pour qui, en fait, cette découverte sur la stimulation externe lui permettait justement d'explorer de nouvelles sensations et surtout un peu en profiter sans forcément passer par la case vagin. Donc il y a pas mal de retours comme ça et sinon globalement non, globalement les gens bien sûr adorent et découvrent des nouvelles techniques qu'ils ne connaissaient pas ou qui ne pratiquaient pas et pour qui ça a été une sorte de découverte vraiment positive et qu'ils ont pu vraiment explorer des nouvelles sensations, des nouveaux plaisirs et donc ça c'est hyper chouette, quoi. Ok, comment t'expliques du coup, alors après que ce soit sur des études ou même juste toi de par ton expérience, tu vois, que les gens de tout âge, parce qu'il ne me semble pas que tu aies une classe d'âge particulière dans les gens qui regardent Climax, mais tu vois, se découvrent des choses et attendu parfois tellement d'années pour, voilà, pour se renseigner sur leur sexualité, surtout quand il y a un problème, par exemple, style douleur, dyspareunie ou pas, pour se dire, ah oui, j'aurais pu faire ça, je peux faire ci, je peux faire ça sur ma sexualité, qui est quelque chose enfin, ce qui a l'air d'être quelque chose de si courant pourtant, quoi. Non, je comprends ton point. Bon, je dirais tout simplement. Alors du coup, il y avait plusieurs questions dans ta question, mais globalement, comme je disais, en tout cas pour les couples hétérosexuels, malheureusement, on met en avant beaucoup l'aspect, la pénétration, quoi. Et souvent, on relaye l'aspect externe à des préliminaires. Et souvent, donc, les préliminaires, ça dure quelques minutes. Et puis ensuite, on passe à la vraie phase qui est la pénétration. Bref, et donc du coup, on dit d'une certaine manière que faire l'amour, en fait, ça revient à parler de pénétration. Or, pas du tout. Pour moi, déjà, on ne devrait même pas parler de préliminaire. Les préliminaires, faut mettre ce mot, je pense, à la poubelle. Et du moment qu'il y a un aspect de plaisir, pour moi, il y a du love, quoi, hein, que ce soit du self-love ou du love partagé à deux ou à plusieurs, d'ailleurs. Donc c'est vraiment, je pense, ce problème de pénétration qui a été beaucoup trop inscrit dans nos têtes et particulièrement dans la tête des femmes. Vraiment cette injonction. Et ensuite, sur la partie user, nous, on a pas mal de
je dirais que la majorité de nos users, ils ont 35 ans et plus. Donc, c'est une population, je veux dire, on n'a pas des millennials hyper jeunes. Enfin, on en a quelques-uns, bien évidemment, mais je dirais vraiment le cœur de nos clients, c'est des gens qui ont 35 ans et plus. Et je pense que c'est le fait que, tout simplement, ils n'ont pas eu d'éducation sexuelle. Moi, j'ai 29 ans, j'en ai eu un peu à l'école, mais rien de très fou non plus. Voilà, comme toi d'ailleurs, hein, voilà, uniquement sur les MST, la reproduction, etc., mais absolument pas sur le plaisir. Et donc, je pense que ces personnes-là sont vraiment à la recherche de réponses à leurs questions sur le plaisir, sur voir des vraies choses, autres que ce qu'on peut trouver aussi sur les sites porno et autres. Voilà, juste de l'information qui soit honnête, vraie, et des images qui soient non pornographiques et tout simplement éducatives et pédagogiques. Ok, d'accord. Ouais, parce que du coup, il y a finalement, c'est du rattrapage que tu fais. Tu dois rattraper Ouais. le manque d'information ou la mésinformation que les gens ont reçu sur ce qu'est ou ce qu'était leur sexualité, c'est-à-dire ne serait-ce que changer de vocabulaire. Là, si on doit répondre à la question, la masturbation, qu'elle soit seule ou en couple, du coup, est-ce que c'est des préliminaires, du coup, ou alors ce n'est pas des préliminaires puisque ce n'est pas la pénétration n'est pas le centre n'est pas censé être le centre de la relation sexuelle. Ouais, donc, est-ce que voilà, la masturbation doit-elle être considérée comme préliminaire ou comme acte sexuel en soi, tu vois? Ouais, alors la masturbation, pour moi, c'est un acte sexuel, enfin un acte de self-love, si on reprend du coup ton terme, le terme de la conférence. Oui, complètement. C'est juste une question vraiment de vocabulaire et juste de changer un peu comment dire, juste de s'ouvrir et un peu changer de répertoire sexuel, quoi, parce que sinon on tourne très vite en rond et donc c'est pour ça que voilà, enfin je me répète, mais que vraiment cette saison 1, j'ai vraiment tenu tête aussi à mon associé en lui disant, moi je veux vraiment qu'on parle uniquement de plaisir externe, que les gens comprennent, hommes, femmes, peu importe, comprennent vraiment l'importance, en tout cas de la partie de la vulve et de toute du clitoris, essentiellement, bien évidemment, de toutes les parties érogènes, avant de se plonger sur la partie pénétration anale-vaginale en saison 2, qui devrait pas tarder à sortir d'ailleurs. Ok. Donc ça, c'est la saison 2. Ouais, du coup, c'est ce que j'allais te demander. La suite est prévue. Là, c'est bon, c'est décidé que ce sera sur cette partie-là, du coup, en deuxième partie pour Climax. Ouais, complètement. Je pense que le plaisir féminin ne s'arrête pas évidemment que au clitoris, même si aujourd'hui on parle que de clitoris, c'est bien. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le plaisir interne. Il faut quand même pas l'oublier. Donc oui. Donc, du coup, on va en parler. Alors, je sais pas quand est-ce qu'on sortira, mais je pense très bientôt. En tout cas, le tournage est fini, etc. On est hyper content du résultat. Et là, on va parler du plaisir interne, donc à la fois anal et vaginal, parce que on a, voilà, dans le vagin, il y a énormément de régions, je dirais, de plaisir, et non pas de points. J'aime pas trop le mot point, point G, point machin. Mais en tout cas, de zone ou de région, ouais. Exactement, de région, de régions de plaisir qu'on va aborder dans cette saison 2. Ok, voilà. D'accord. Bon, super. Comment est-ce que tu conseilles d'aborder, de découvrir Climax quand on s'inscrit, peu importe le pack qu'on prend, tu vois, donc, les vidéos auxquelles on a accès? Enfin, tu me diras, oui, l'approche est du coup différente, mais mettons que là, on achète le premier ou la totalité, donc les vidéos, finalement, pour soi d'abord, avant qu'on soit en couple ou pas, là. Comment est-ce qu'on les regarde toutes d'un coup, fait comme on veut, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, on peut découvrir avec une vidéo gratuite, voir si le format plaît et voilà, si on n'est pas mal à l'aise ou à travers donc un petit épisode gratuit donc qui est disponible en mettant juste son adresse mail. Et ensuite, on choisit donc les packages qu'on souhaite.
Donc, en tout cas, pour les personnes à vulve, je pense que le pack classique, éducation et classique est suffisant. Et puis après, si on est en couple, effectivement, et qu'on veut aller explorer un petit peu plus loin, le pack premium est aussi très intéressant. Et donc c'est 100% vidéo, donc qu'on peut regarder à la fois sur son téléphone et sur son ordi ou sur n'importe quel autre device, format, etc. Et ça se regarde. Ça, il y en a qui regardent plusieurs fois Climax, il y en a qui regardent d'un seul coup, il y en a qui le regardent en plusieurs fois. C'est vraiment comme chacun souhaite. Quand même, il faut être conscient que si on achète le pack premium et qu'on veut vraiment tout regarder d'un coup, c'est quand même 2 heures et quelques, donc faut se prévoir un peu de temps, quoi. Mais sinon, ça se regarde vraiment en petits morceaux. Je pense que c'est quand même plus digeste si on le regarde, je sais pas, en 3-4 fois, par exemple. Et voilà, et juste se dire, voilà, ce soir, je regarde 3-4 épisodes, je garde en tête la technique, j'essaye peut-être de la mettre en pratique quand j'ai le temps et quand j'en ai envie aussi. Et puis regarder les autres un petit peu plus tard, quoi. Je pense que c'est comme ça que je fonctionnerais si j'étais cliente de Climax en tant que user. Et donc, le contexte dans lequel on peut regarder, c'est encore... non, c'est 2 questions que je mélange, mais parce que j'avais recueilli des questions de... concrètement, oui, comment crée-t-on un environnement propice à un moment de masturbation ou quoi? Mais là, du coup, c'est 2 choses différentes. En fait, je pensais à dans quel contexte on regarde Climax et après dans quel contexte on fait la masturbation, parce que c'est pas forcément en même temps, parce que c'est non, l'idée c'est pas du tout en même temps. T'as bien raison, Manon. Climax, c'est vraiment, je dirais, pédagogique, donc. En fait, les épisodes sont assez courts, donc celui ou celle qui arrive à se faire plaisir en l'espace de, je sais pas, quelques secondes ou 1 ou 2 minutes, faut être fort. Mais ça se regarde plutôt vraiment un peu comme je dirais comme un Netflix, quoi. Juste on se pose le soir, on regarde, machin, et puis on garde en tête la technique, et puis on le reproduit ensuite quelques heures plus tard. Quand on est prête. Et je regardais juste les commentaires et qui parlaient de Vox et Cox et de n'importe, et autres audio porn d'ailleurs. Et ça complètement, mais ça c'est plutôt effectivement ça en live, c'est-à-dire qu'on met ses écouteurs et puis on se laisse guider, on se laisse porter par là où les voix féminines, masculines. Et là on réalise sa technique. Soit qu'on a la technique d'abord, on apprend de nouvelles techniques, on s'inspire, etc. Et on les met en pratique bien plus tard. Bien plus tard. Exactement. Dans un autre contexte, soit sans aucun support, soit avec la pornographie, qu'elle soit visuelle ou auditive, avec toutes les références qu'on nous a envoyées sur le côté. C'est pas du tout excitant. En tout cas, pour les personnes, je ne sais pas s'il y en a parmi vous des gens qui ont peut-être déjà acheté Climax, mais c'est pas du tout des images qui sont excitantes. Parce qu'on dissocie vraiment l'aspect vidéo-image et l'aspect voix. Donc, de toute façon, il n'y a pas de son dans la vidéo, le son de la personne qui réalise les techniques. C'est une voix off, qui est la mienne en tout cas, pour le français. Donc voilà, c'est vraiment dissocier l'image, la vidéo et la voix off. Donc voilà, il n'y a pas de... moi, du coup, j'avais vu, mais je préfère quand même reposer la question comme si je ne savais pas, parce que c'est des questions que j'ai pu recevoir en mode, mais du coup, ok, c'est éducatif, mais est-ce qu'on peut l'utiliser comme support en même temps? Non, c'est pas la même chose, quoi. On est vraiment là pour apprendre et se renseigner, et juste d'une manière aussi plus digeste que lire un article ou des schémas, comme on disait tout à l'heure, quoi. Ouais, complètement. Ok. Tout à fait. C'est bon ça. Eh bien, super. Je crois pas avoir énormément d'autres questions. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions qui peuvent concerner directement Climax pour les questions plus techniques Il y en a qui... ça c'était Clémentine et Jessica Junon qui parlent du livre d'Anne Descombes et Jean-François Descombes. Et évidemment, on s'est aussi pas mal inspiré d'eux et de Diana Richardson.
donc qui est l'une des pionnières en matière de tantra et de slow sex. Est-ce que tu peux expliquer rapidement la différence, par exemple, entre le slow alors, sex alors déjà, souvent, malheureusement, le tantra, dans notre culture occidentale, c'est souvent associé au sexe, ce qui n'est pas vraiment le cas. C'est pas le cas, Le tantra, c'est quand même des exercices pardon, de respiration. Et ensuite, le slow sex, bon, bah, c'est associé, c'est le fait voilà, de prendre le temps. Par exemple, nous, on a un épisode qui s'appelle la technique du edging, ça s'appelle la technique de la retenue. Donc, il y a peut-être des gens qui connaissent, mais le fait de retarder finalement l'arrivée de l'orgasme pour pouvoir le démultiplier au moment où on y arrive. C'est-à-dire vraiment le fait d'être proche de l'orgasme et puis ensuite de redescendre et de remonter, de redescendre et ensuite de l'atteindre. Bah ça fait partie en fait de ce qu'on appelle le slow sex, c'est tout simplement aussi de prendre le temps. L'edging comme edge, c'est ça, le bord. Ouais, exactement. Ouais, être au bord de, exactement. Donc, il y a plusieurs noms. Il y a c'est edging, picking, quelque chose comme ça. Donc, ce qu'on appelle en français, la technique de la retenue. Et ça, ça fait partie en fait du slow sex. Et c'est vraiment juste, bon après le nom ça définit bien le fait juste de prendre le temps et de pas arriver comme un bourrin ou comme une bourrine et se dire faut absolument d'un coup là en l'espace de quelques minutes atteindre l'orgasme. Donc voilà, juste prendre le temps et ça on le montre dans quelques épisodes. Et je crois après tu avais aussi une question qui était intéressante Manon. Nous, on dissocie pas mal aussi le côté orgasme et plaisir. Et je pense que ça, c'est important peut-être pour les gens qui nous écoutent. Oui. Dans Climax, on ne parle pas uniquement d'orgasme, même si Climax veut dire orgasme en anglais, ou en tout cas l'apogée. Dans la plupart des techniques dont on parle beaucoup de plaisir. Forcément, il y a certains épisodes où on parle d'orgasme, typiquement l'orgasme multiple, cette technique de la retenue, puisqu'on parle justement de arriver juste au bord de l'orgasme. Mais sinon, tous les autres, ça peut être des techniques qui sont réalisées uniquement pour se faire plaisir et sans forcément pour parvenir à l'orgasme absolument. Voilà. Donc, on parle de plaisir, mais pas uniquement d'orgasme. C'est hyper important de faire la différence. C'est vrai que je t'ai pas reposé la question, mais parce que je pense c'est sûr, il y a toujours souvent cette confusion entre plaisir, orgasme, cette injonction à l'orgasme aussi. C'est donc important de faire cette grosse différence. Exactement. Ok. Et écoute, super. Je sais que bon, on est dans les temps, voire peut-être un petit peu en avance par rapport au moment où Camille devait intervenir après. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Est-ce qu'on a encore répondu à toutes les questions? Je revérifie quand même. Il y a des questions, mais il y a des gens qui disent j'aime beaucoup le Licence Club aussi. J'adore aussi beaucoup ce qu'elle fait. Et c'est vraiment top. Moi, j'adore ce qu'elle fait, June. Et justement, June est que sur du dessin, du ouais, schéma. ouais, exactement. Et c'est vrai que, ils sont très bien faits, hein, mais parfois, peut-être, c'est vrai que tu as envie d'avoir une vidéo explicative. Ouais, complètement. Après, c'est vraiment des supports qui sont différents et chacun, après, fait sa petite tambouille, quoi. Il y en a qui préfèrent regarder des vidéos de marmitons sur YouTube et d'autres qui préfèrent juste lire la recette. Bon, après, chacun et chacune fait un peu ce qu'il veut. Moi, j'aimais bien ce côté très réel, un peu explicite, un peu brut de décoffrage, quoi, si je puis dire, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, ou en tout cas quand on voit des sexes en gros plan, c'est uniquement dans des films porno. Et souvent, c'est vraiment les mêmes sexes partout. Et donc l'idée, je voulais à la fois combiner l'aspect technique, comme par exemple peut faire June, Jouissance Club et d'autres, et l'aspect vraiment très vidéo, très explicite, et de trouver ce juste milieu. Voilà. Donc non, mais moi j'adore mais c'est super qu'il y ait autant d'initiatives en tout cas sur le sujet, que ce soit des illustrations, du motion design, des vidéos, des livres, c'est vraiment top, quoi.
se développe de plus en plus parce qu'il y a un vrai besoin, quoi. Ouais. Ouais, complètement. Alors, il y a 2 questions, qui sortent un peu, du sujet, précisément, mais quand même, sur comment ton entourage a accueilli, ce projet, enfin, cette entreprise finalement. Comment ça a été pris? Parce que, bah, du coup, si toi tu promeus, tout ça et le fait d'en parler, le fait de se découvrir, mais finalement après, il faut pouvoir en parler, l'assumer devant sa famille. Ouais. Moi, c'est quelque chose qu'on me pose aussi parfois. Ouais. Bon, j'en parle pas des masses non plus. Après, ils savent très bien ce que je fais. Non, non, ils sont OK avec ça. Bon, ils m'ont dit, tu fais pas du porno, hein. J'ai dit, non, non. Donc, non, non, voilà, ils ont compris qu'on était quand même sur. J'ai rien contre le porno, hein. Je trouve ça très bien aussi. Je trouve ça génial. Après, c'est un autre type d'univers aussi. Mais en tout cas, voilà, moi je voulais vraiment rester aussi sur l'aspect pédagogique, sex education, quoi. Et donc non, ça a été très bien accueilli. J'ai des parents qui sont très ouverts sur la question et qui pour eux finalement la question d'éducation sexuelle et de pédagogie est extrêmement importante. Donc non, non, il n'y a eu aucun souci. Après, je leur mets pas non plus sur la table à tous les déjeuners de famille, mais voilà. Bien sûr. Il n'y a pas de problème particulier, quoi. Une fois qu'on a compris l'aspect pédagogique, éducation, il n'y a pas de problème. Forcément, c'est plus simple à présenter oui, que si c'était que de la pornographie, par exemple, même si en soi, parfois, elle peut avoir, selon la manière dont c'est fait, un aspect pédagogique, mais beaucoup moins et pas comme Climax, quoi. Ok. Et tu as parlé tout à l'heure, donc c'est une question de Clarisse, des parents, alors je ne sais plus si c'est des parents sexologues ou juste des parents qui visionnent avec leurs enfants de 16-17 ans, tu as dit, qui ont déjà visionné donc, Climax avec leurs enfants. Tu recommanderais Climax à partir de quel âge, du coup? Ouais. Alors là, il y a 2 sujets. On est sur de l'explicite. Donc, en fait, quand on achète Climax, quand on a en dessous de 18 ans, normalement, on n'a pas le droit d'accéder à Climax, enfin, comme tout ce qui est explicite, hein, le porno, etc. Donc, il y a toujours enfin, je veux dire, c'est la réglementation française et même, je pense que c'est international. En dessous de la majorité, on ne peut pas, en tout cas, acheter. Après, c'est de la responsabilité des parents s'ils souhaitent faire visionner Climax à leurs adolescents. Donc, je dirais, après, ça dépend de chacun. Je ne sais même plus à quel âge les enfants regardent du porno, mais je crois que ça commence dès 11 ans, donc c'est vraiment catastrophique. Mais bon, on va dire plutôt vers 12-13 ans, quoi. Je dirais que montrer Climax, si le sujet les intéresse, je sais pas, vers 15 ans ou 14-15 ans me paraît bien. Après, voilà, c'est la responsabilité des parents. Je pourrais pas donner un âge exact. En tout cas, le retour qu'on a eu, c'est par exemple une sexologue qui a regardé ça avec sa fille qui avait, je crois, 17 ans. Et on a effectivement quelques parents qui offrent ça à leurs enfants à l'âge de 16, 17 ans, voilà, dans cet âge-là, quoi. Mais effectivement, malheureusement, comme c'est de l'explicite, on ne peut pas faire d'offres aux jeunes, enfin, en tout cas à moins de 18 ans. Donc c'est pour ça qu'on est en train aussi de réfléchir à un nouveau format en fait pour Climax où on pourra montrer uniquement pour le coup des illustrations, mais tout en gardant l'aspect vraiment information, statistique, données scientifiques, un peu historique aussi, alors pas forcément sur la saison 1, mais en tout cas sur la saison 2, sur le squirting, qu'est-ce que c'est quoi, machin, mais en enlevant les parties vraiment très explicites, parce que malheureusement, la réglementation française et même internationale en général ne souhaite pas que les jeunes visionnent des images explicites. Mais voilà, après, c'est la responsabilité des parents, donc je dirais, ouais, vers 16-17 ans, quoi, c'est bien. Ou un peu plus jeune, si on souhaite. Voilà. Mais on est en train de réfléchir à un nouveau système, à un nouveau type de contenu pour que les jeunes puissent y avoir accès. Donc, ça serait un peu, je dirais pas à la jouissance club, mais ce que je veux dire, c'est ça serait plutôt sur des illustrations, mais animées. Ce n'est pas des illustrations qui sont fixes, mais c'est vraiment du motion design. Donc, quelque chose pour celles et ceux qui sont pas forcément très livres et qui voilà. ont besoin de vidéos, qui traînent, qui sont tout le temps sur YouTube, etc. Enfin, même il y a plein d'adultes qui sont comme ça maintenant, qui ne sont pas forcément capables de se concentrer sur de l'écrit, du papier.
Ça sera animé, assez un peu interactif, voilà, cet aspect un petit peu ludique, parce que je pense qu'on apprend mieux quand c'est un peu interactif et ludique que quand c'est très plat. Donc voilà, il y aura toujours cet aspect-là. Ok, bah, c'est super. Et du coup, c'est vrai que là, finalement, c'est la responsabilité des parents. Et en fait, tu conseilles que les parents accompagnent, enfin, de le regarder ensemble ou ils l'offrent juste comme ça ou parce Ouais. que. Ouais, non, c'est quand même un peu gênant, je pense, de regarder avec ses parents. Donc, non, après, il y a un système de gift sur Climax où les parents peuvent acheter et ensuite l'envoyer, mettre la D'accord. de leurs enfants et comme ça, ils le reçoivent par email et puis ils le regardent quand ils en ont envie. Donc, ça, c'est quelque chose qui est possible. Donc, c'est avec le gift, donc le coupon cadeau. Donc voilà, donc je pense que effectivement pour des jeunes, c'est quand même plus agréable qu'ils puissent le regarder en solo sur leur téléphone portable ou ordinateur plutôt que de le visionner en famille. Ou alors, il faut que vraiment ils soient habitués à parler de ce genre de choses avec les parents, qu'il n'y ait aucun problème. Dans le cadre d'une sexologue, elle l'a regardé avec sa fille, mais après, bon, c'est une sexologue, donc elle sait aborder le sujet. Voilà, c'est une autre approche, quoi. Bien sûr. Mm. Ok, bon bah super, hyper intéressant ce côté parce que j'ai eu pas mal dans un autre contexte de voilà un questionnaire et genre je demandais sur l'éducation sexuelle en général et où je demandais aux gens pourquoi ils aimeraient avoir plus de contenu et outre pour avoir plus de plaisir eux-mêmes dans leur relation, il y avait aussi une bonne partie, alors j'ai plus les chiffres mais qui était pour pouvoir en parler à mes enfants. En tout cas, pour ceux qui en avaient, c'était vraiment, dès qu'ils avaient des enfants, c'était pour pouvoir savoir aborder le sujet parce que moi, déjà, j'ai du mal à en parler dans mon entourage pour moi, ma vie personnelle, ou avec mon partenaire. Je sais encore moins comment en parler à mes enfants. Donc, mais ouais, on va essayer de faire une offre dans les prochains mois, on va voir, on réfléchit. Ok. Même un peu segmenté pour les moins de 18 ans et les plus de 18 ans, quoi. On va essayer ça. Super. Et il y avait une petite question rapide encore. Des tutos sur Climax pour les clitoris sensibles, il ne me semble pas. Si. Oui, Anne-Cécile. Oui. Il y en a. Alors, en fait, il y a différentes techniques dans ce que propose Climax, dont ce qu'on appellerait les techniques de superposition. Donc, c'est-à-dire pouvoir ajouter des couches, des layers entre le gland du clitoris et sa main, enfin, le sextoy. Donc, ce qu'on appelle vraiment, c'est tout simplement rajouter des couches, que ce soit un sous-vêtement, que ce soit, je sais pas, un bout de drap, etc. Pour justement, en rajoutant les couches, si vous voulez, ça permet vraiment de diffuser la pression et de ne pas avoir une pression trop directe sur le gland du clitoris, mais d'avoir une pression beaucoup plus diffuse et beaucoup plus douce, et donc qui fera bien évidemment beaucoup moins mal et qui sera beaucoup plus agréable. Voilà, c'est des petits tips comme ça, mais en tout cas, toutes les autres techniques aussi qui sont sur la vulve en général autour du clitoris qui peuvent peut-être fonctionner. Okay. Complètement. Sur le mont de Vénus, etc. Donc, on propose vraiment tout un type de pression, de rythme, de vitesse et de type de technique pour les clitoris sensibles, moins sensibles. Par exemple, dans le cadre justement de la technique de la retenue dont on parlait tout à l'heure, donc ce qu'on appelle le edging, on propose 3 techniques différentes par rapport à la sensibilité qu'on peut avoir, ou en tout cas la facilité ou non-facilité d'atteindre l'orgasme. Voilà, donc vraiment on essaie de décortiquer en fonction des sensibilités de chacun et de chacune. Ok. Bon, et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions qui restaient. Ah, dernier. Ouais, bon, bah écoute, merci beaucoup. Du coup, pour suivre Climax, normalement, je remets quand même le lien, mais je crois que on l'a déjà mis plusieurs fois. Et si jamais, maintenant, vous êtes aussi développé en anglais, c'est ça? Donc, c'est disponible c'est en anglais, là. Tu as peut-être Je crois que c'est mon... anglaise. On est dispo en français et en anglais.
Et on a aussi un sous-titrage en italien. Et j'attends de faire quelques modifications justement sur ce point d'inclusivité, etc. Et surtout, on est en train de revoir un petit peu l'offre et justement comment la façon dont on va présenter le contenu. Mais en tout cas, ça sera dans bien plus de langues dans quelques mois. Enfin, j'espère en allemand, espagnol, italien, espagnol d'Espagne, espagnol d'Amérique latine. Donc voilà, on essaye de se diversifier et de s'ouvrir en tout cas en Europe et dans le monde d'une manière plus générale. Super, de toute façon, il y a besoin. Ok, Voilà. Trop bien. Merci beaucoup pour d'avoir répondu à toutes ces questions et pour ton temps. Merci à vous. Et puis là, on va enchaîner, on va retrouver du coup Camille Bataillon, qui elle est sexologue et va nous présenter une nouvelle plateforme qui se lance la semaine prochaine normalement, qui s'appelle Mia.co, qui est une plateforme de téléconsultation avec des sexologues. Donc pareil, là, dédié au plaisir et féminin, parce que pareil, du coup, je crois que ça fait partie du même groupe. Il y a Charles.co, qui répondait, pareil, à téléconsultation pour tout ce qui était problème des personnes à pénis, donc ils s'adressent eux directement aux hommes. Ils ont pareil, il y a ces questions d'inclusivité, mais je pense que c'est aussi par facilité pour l'instant. Mais voilà, donc ils répondaient à tout ce qui était problème érectile, etc., éjaculation précoce, problème de libido, voilà. Et là, il y a Mia.co qui se lance, donc Camille Bataillon est l'experte scientifique. J'ai un peu avancé sur la présentation et Camille le fera beaucoup mieux que moi. Donc je vais l'inviter, je pense. Voilà. Alors. J'invite Camille. Et puis, Lorraine, si tu veux continuer à regarder, tu peux rester là et intervenir sans aucun souci, tu peux nous dire. Donc, j'invite Camille et c'est Anne de Gapian, Anne-Cécile, pardon, qui va l'interroger et qui va animer. Voilà, t'es là, c'est bon. Voilà, je suis là, je me suis invitée sur scène. Merci beaucoup Lorraine et merci Manon, c'était vraiment très intéressant. Hello Camille. Salut Anne et merci Manon pour la présentation. Oui, désolée, c'était une mauvaise transition. Du coup, je vous laisse toutes les deux et je pars aussi de la scène. Merci à tout le monde. Merci beaucoup Manon. Camille, bonsoir, comment vas-tu? Ça va, je suis très contente, j'ai suivi le live là depuis 1 heure, donc je vois un peu le chat, je vois les réactions et puis voilà, je découvre, enfin Lorraine, je connaissais déjà son travail et je suis toujours contente d'en apprendre, de voir l'évolution de son travail, donc c'est top. Bien sûr, ouais, c'est vrai que c'est top. Et écoute, je te propose tout de suite de commencer peut-être. Et peut-être, si tu commences par te présenter et expliquer un petit peu ce que tu fais. Et puis ensuite, on va parler un petit peu de Mia aussi, ce nouveau petit projet, cet ovni dans l'univers du sexe et de la sextech. Yes. Je suis Camille Bataillon, je suis sexologue clinicienne. Je suis lyonnaise et j'habite à Bruxelles maintenant depuis 4 ans. Où j'ai commencé ma pratique de sexologue, donc en cabinet, mais maintenant surtout et depuis le confinement en téléconsultation, ce qui permet d'ailleurs d'avoir une ouverture vraiment à l'international, puisque voilà, maintenant il n'y a plus le physique, mais on peut atteindre beaucoup plus de monde et beaucoup plus de personnes peuvent accéder du coup à des conseils sexologiques. Trop bien, super intéressant. Et alors, et en quoi ton travail, donc peut-être, là je fais la transition avec Mia, en quoi est-ce que c'est similaire ou en quoi est-ce que peut-être c'est différent de ce que tu vas faire avec la plateforme donc Mia qui est liée, comme l'a très bien dit Manon, je crois, à Charles.co. Et donc, de quoi est-ce que vous allez parler? Quels sont les problèmes que vous allez résoudre? Ouais. Moi justement, je suis très contente de faire partie de cette aventure parce que j'accompagne les personnes vers leur bien-être sexuel, un mieux-être intime. Et justement, Mia.co est la première plateforme de téléconsultation dédiée à l'épanouissement sexuel féminin. Donc, les personnes qui ont des questions intimes, des troubles sexuels, qui veulent en savoir plus, découvrir plus, explorer le self-love,
vont pouvoir avoir accès à des téléconsultations avec des sexologues diplômés. Et ces téléconsultations peuvent se faire par visio, là, comme toi et moi nous parlons, par téléphone ou par messagerie, même pour les personnes qui veulent juste ni parler, ni de visio, mais simplement échanger pour avoir des réponses à leurs questions intimes. Et donc, Mia.co propose différentes catégories. Donc, comme ça, les personnes peuvent choisir les motifs de consultation. Donc, ça peut être pour des baisses de libido, des douleurs à la pénétration, une envie d'atteindre des orgasmes ou une impossibilité d'atteindre des orgasmes et comment atteindre plus de plaisir, des relations par rapport à la relation de couple, s'il y a justement des problèmes de couple. L'épanouissement sexuel, ça c'est une catégorie qui est, je trouve, super importante et les sexologues entendent qu'il y a une demande maintenant auprès des gens qui veulent vraiment, au-delà des problèmes sexuels, mais qui veulent juste être curieuse, découvrir un petit peu plus. Et donc maintenant, les sexologues sont formés pour les accompagner vers ce chemin-là. Et puis une catégorie autre, pour amener encore plus de diversité et d'inclusivité pour toutes les personnes, par exemple, en postpartum, les personnes asexuelles, les personnes qui se posent des questions intimes et qui seront du coup en dehors des autres catégories pourront aussi, bien sûr, consulter. D'accord, oui, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que parfois, en fait, je pense que ce qui est le plus dur pour les personnes, c'est peut-être de sauter le pas, de se dire, je vais consulter un sexologue, mais en fait, pourquoi est-ce que j'irai? Donc, c'est vrai que c'est bien d'avoir ces éléments de personnalisation et je pense que, en fait, si c'était de ma propre opinion, je pense que tout le monde devrait consulter un sexologue parce que je pense qu'on en apprend toujours énormément sur soi et puis très souvent, on est bloqué avec nos problèmes. Donc, je trouve ça génial, en fait, que vous ayez pensé à des catégories pour aider les gens à penser en quoi, parce que parfois aussi, ça peut être avec un partenaire, consulter avec un partenaire ou consulter peut-être seul aussi. Peut-être que ça, tu peux nous en dire un peu plus. Oui. Comment marchera la plateforme? Est-ce que c'est vraiment des consultations individuelles ou est-ce que c'est pour aussi les personnes qui sont en couple, dans un partnership, comme on dit? Ouais. Ben justement, donc la plateforme, elle fait en sorte justement de faciliter ce premier pas qui est souvent difficile et c'est ce qu'on se rend compte en tant que sexologue. Le premier pas est le plus difficile et une fois que c'est fait, les personnes sont lancées et il y a un accompagnement. Et donc là, avec la plateforme, en proposant différents motifs de consultation, les personnes peuvent choisir la catégorie qui les intéresse, répondre à un questionnaire au préalable qui permet justement à là ou le sexologue d'avoir les informations nécessaires pour justement commencer la première séance dans le vif du sujet et enfin, en tout cas, avoir toutes les informations nécessaires pour vraiment appréhender la situation au mieux et puis ensuite accéder à un suivi personnalisé. Alors, les personnes peuvent consulter en individuel, donc si elles sont célibataires ou si elles sont en couple. Et puis, dans le futur, évidemment, il y aura aussi pour les couples pour consulter ensemble. D'accord, ok, c'est super intéressant et du coup ça me fait une belle transition pour te poser ma première question. Pourquoi en fait, je me suis un peu avancée sur le sujet, mais pourquoi consulter donc une ou un sexologue? Pourquoi est-ce que les gens viennent te voir? Pourquoi est-ce qu'ils veulent consulter avec toi? Et en quoi est-ce que c'est bénéfique en fait pour tous et toutes? Oui. Alors, ça peut être pour plusieurs raisons, évidemment. Des fois, c'est des troubles donc sexuels, donc ce qu'on appelle troubles sexuels. Ça peut être des troubles érectiles, ça peut être des problèmes à atteindre l'orgasme, des douleurs à la pénétration, du vaginisme, une baisse de libido. Ça peut être aussi simplement par des questionnements sur est-ce que je suis normale? Ça, c'est souvent les choses, les questions qui reviennent d'avoir de la réassurance par rapport à leur situation. Et puis, des fois aussi, c'est justement tout va bien, mais j'ai besoin de pistes pour explorer. J'ai envie d'explorer, par exemple, je sais pas, j'ai envie d'explorer le polyamour et je ne sais pas par où commencer. Donc, la sexologue peut accompagner aussi là-dessus. Et donc, c'est bénéfique parce que ça permet d'une part d'avoir de la réassurance, comme je disais. Ça permet d'avoir des informations de qualité parce que c'est vrai que sur Internet, on peut trouver ces informations-là. Des fois, elles sont pas forcément de qualité. Maintenant, on en trouve quand même de qualité. Mais c'est surtout que c'est personnalisé. C'est en fonction de la situation de la personne, de là où elle en est, du contexte. Et donc, on peut vraiment répondre et accompagner la personne de manière vraiment personnalisée pour qu'elle puisse, de A à Z,
faire ses petits pas pour aller là où elle veut aller. Bien sûr, ok. Alors, je vais juste rebondir parce que je vois une question dans le chat et en effet, je n'en ai aucune idée. Mais est-ce que les consultations avec Nia seront prises en charge par la sécurité sociale? Alors, c'est une bonne question parce que pour le moment, c'est en projet, oui, effectivement, d'être remboursé par la sécurité sociale, mais pour l'instant, ça ne sera pas le cas. Après, il y aura des offres justement, il y aura des offres à prix réduit pour justement des personnes étudiantes ou des personnes qui ont moins, ont moins de la possibilité de consulter pour faire justement des prix plus attractifs pour ces personnes-là. Mais l'objectif, oui, c'est de pouvoir le faire. Oui, bien sûr. Ok, donc ça c'était la petite parenthèse parce que j'ai vu la question et comme ça je ne l'oublie pas. Mais peut-être que tu pourrais nous parler pourquoi la masturbation, en ayant toute ma vie de sexologue, pourquoi la masturbation c'est important en fait pour chacun de nous et voilà qu'on soit en couple ou pas ou seul, pourquoi est-ce que c'est important de se découvrir? Alors, je dirais que c'est important seulement pour les personnes qui priorisent un bien-être intime, pour qui la sexualité, c'est une place importante. Parce que pour certaines personnes, des personnes asexuelles ou des personnes pour qui la sexualité n'a pas d'importance, la masturbation, voilà, ça aura peu d'importance. Même si on leur dit que ça a une importance, voilà, ça les touche pas. Après, c'est bien de le rappeler, chacun est différent. Oui, on ne peut pas rajouter d'injonction supplémentaire. Voilà. Mais la masturbation pour les personnes qui ont envie justement d'aller vers ce bien-être intime, qui ont envie de se découvrir, pour qui la sexualité c'est important, eh ben la masturbation a toute sa place parce que c'est une pratique d'auto-érotisme, c'est-à-dire c'est une pratique où on va découvrir son corps, on va se masser, on va se toucher, on va se caresser, pas seulement la zone génitale, hein, parce que souvent on a l'imaginaire, la croyance que la masturbation c'est seulement la zone génitale, la vulve ou le pénis, mais c'est bien plus que ça. Et c'est une pratique qui permet du coup d'explorer des sensations nouvelles, d'explorer des sensations qu'on n'a peut-être pas autrement avec des rapports avec d'autres personnes. Et ça permet de mieux se connaître et de mieux savoir ce qu'on a envie pour ensuite les communiquer aux personnes avec qui on partage une relation intime. Ouais, bien sûr. Alors là, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, parce que tu as dit que c'était donc aussi un petit peu donc une pratique cérébrale et physique. Et en effet, très souvent, on est peut-être parfois coincé avec les mêmes fantasmes. Comment est-ce qu'on renouvelle en fait notre imaginaire? Comment est-ce que très souvent on se masturbe? Je sais pas, c'est ce que j'ai lu, donc j'imagine on se masturbe, on a les mêmes pratiques masturbatoires que quand on avait 14, 15, 16 ans et on les garde un petit peu pendant plusieurs années comme ça. Et peut-être que certaines personnes ont du mal à renouveler leurs fantasmes. Comment est-ce qu'on fait pour explorer d'autres thèmes et pas peut-être tomber dans comment est-ce qu'on pourrait dire oui, voilà. Oui, c'est souvent une question qui revient d'ailleurs en consultation, où des personnes qui disent voilà, je me masturbe toujours de la même manière. Donc ce que j'entends de manière générale, c'est avec un porno. Et j'aimerais changer, mais je sais pas quoi. Et souvent, c'est parce que c'est des fois un manque de curiosité. Ça peut être un manque de curiosité, de vouloir découvrir, mais c'est surtout des fois un manque d'idées, d'innovation. Et donc, on a besoin des fois des sexologues pour nous parler un petit peu de tout ça. Donc, j'avais vu dans le chat avant, on parlait d'audio érotique. Et je suis fan, et c'est ce que je recommande aussi pas mal à mes patients. Mais en fait, c'est d'aller découvrir, d'être curieux, d'être curieuse, de se renseigner sur ce qui est possible. Et donc, il y a les audios érotiques, donc les audios érotiques, c'est sous des formats podcast, auditifs, avec des histoires courtes, des histoires érotiques, avec une voix d'homme ou une voix de femme, ou des fois plusieurs voix, qui accompagnent, qui guident la masturbation. Donc ça a son succès auprès des femmes et ça commence vraiment aussi auprès des hommes. Donc en fait, ça va être de varier ces supports-là. Donc que ce soit le porno, que ce soit les audios érotiques, que ce soit aussi des lectures érotiques, ça va être de pouvoir varier. Mais ça va être aussi de pouvoir varier, par exemple, les positions. Parce que souvent, on retrouve chez des personnes qui se masturbent, souvent elles vont se mettre dans la même position. Donc, ça va être par exemple sous la douche, donc je suis plutôt debout et je me masturbe en étant dans ma douche, ou alors sur le lit, je suis plutôt sur le dos.
ou sur la chaise de bureau et donc je suis plutôt assise ou assis. Donc ça va être de pouvoir aussi changer ces positions-là, changer aussi si on a des objets. Donc ça peut être des fois se masturber avec ses mains, ce qui est très bien, se masturber avec des sextoys et du coup aussi varier par rapport aux sextoys et aux pratiques. Donc, ça va être vraiment en fait, d'être curieux, curieuse et de s'ouvrir à différentes pratiques et de mélanger tous ces supports-là, de pouvoir les varier pour éviter de... Alors, tomber dans la routine, oui, d'une part, mais surtout pour varier les sensations de plaisir parce que selon les supports, selon les pratiques, selon comment on va se masturber, mais surtout selon son état d'esprit, les sensations seront différentes et ne sont pas comparables. Bien sûr. Ok, très intéressant. Et je rebondis du coup sur la question qu'on a eue un petit peu plus tôt dans le chat. Je ne sais pas si tu l'as vu avec l'échange entre Lorraine et Manon. Quelqu'un avait posé la question de, voilà, en disant que sa partenaire ne voulait surtout pas qu'il touche son clitoris et elle ne le touchait pas non plus. Et voilà que cette personne était persuadée que ça apporterait du bien à sa partenaire et comment essayer de la convaincre, comment essayer de briser ce tabou en fait dans leur couple, parce que j'imagine que c'est aussi source de frustration. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner la personne avec qui on fait du sexe et quand on veut s'ouvrir et leur ouvrir le regard sur autre chose et une pratique peut-être masturbatoire. Oui, donc j'avais vu ce commentaire, c'était par rapport à à la partenaire qui avait un clitoris hypersensible et qui n'avait pas envie de le toucher, etc. Alors bon, là, ça serait intéressant d'avoir la partenaire plutôt en face pour échanger là-dessus. Il y a plusieurs hypothèses. Ça peut être peut-être que cette partenaire-là, effectivement, elle a un clitoris hypersensible, peut-être parce qu'elle ne l'a pas forcément vraiment touché. Peut-être parce qu'elle ne sait pas comment le toucher, peut-être parce que le partenaire ne le touche pas de la façon, peut-être une façon un petit peu brusque. Et donc, ça va être déjà de communiquer là-dessus par rapport au couple, qu'ensemble, ils puissent comprendre pourquoi, qu'elle puisse l'exprimer si c'est possible, si elle le sait et si elle peut l'exprimer à son partenaire. Et puis, pour tout ce qui est aussi clitoris hypersensible, comme Lorraine disait aussi avant, on n'est pas forcément obligé de toucher du coup le gland du clitoris si ça n'apporte aucun plaisir à la personne. On va pas la forcer, on ne va pas essayer de la convaincre, on va juste s'adapter. Et du coup, on peut masser la vulve, on peut masser les lèvres externes, donc on appelle les grandes lèvres, les lèvres externes. On peut masser donc si on veut vraiment masser le clitoris, alors là, j'ai le clitoris en 3D, et là, donc c'est le gland. Donc ici, c'est le gland, donc c'est ce qu'on voit. Donc généralement, il est recouvert par le capuchon. Et alors, une technique, si vraiment ils veulent pratiquer la masturbation et toucher le clitoris, ça va être en fait de ne pas toucher le clitoris, mais de faire les mêmes mouvements, mais au-dessus en fait. Donc vraiment, ne pas toucher, pas toucher du tout le clitoris. Et pour les personnes hypersensibles, elles vont déjà ressentir des choses. Donc des fois, c'est aussi de se dire qu'on n'a pas besoin forcément d'un contact physique pour ressentir. Et tu parlais du cérébral, il y a beaucoup de ça aussi. Il y a beaucoup d'énergie sexuelle, et donc on n'est pas obligé d'avoir un toucher physique pour ressentir du plaisir. C'est super intéressant et du coup je vois une autre question dans le chat, donc je rebondis là-dessus aussi. C'est quelqu'un qui demande comment persuader donc ma femme dans ce cas-là des effets positifs de la masturbation et de partager ça sans pénétration. Donc je pense que c'est pareil, c'est mettre aussi son partenaire à l'aise et créer cette espèce de cocon où on se sent bien à deux. Alors déjà, faut pas persuader, parce que ça c'est un vocabulaire, faut faire attention aux mots aussi, les mots ont une importance. Donc persuader, j'aime pas trop ça, mais c'est comment on peut communiquer au mieux. On peut partager effectivement les bienfaits de la masturbation, ce que la personne ressent par rapport à elle, sa propre expérience sur le positif de la masturbation. Après, c'est évidemment à la partenaire ou au partenaire de voir si ça a un intérêt aussi pour cette personne. Mais je veux dire, voilà, on va pas essayer de convaincre, on va juste essayer d'informer, de donner de la formation. Et des fois, les personnes ont besoin d'un rythme, elles ont besoin de temps et d'aller à leur propre découverte. Donc ça, c'est important de ne pas
forcer, parce que plus on va forcer, et je pense que c'est pas très productif, mais c'est vraiment informer des bénéfices, oui, effectivement, au niveau physique, ce que ça apporte, voilà, un bien-être, un relâchement, ça déstresse, ça peut diminuer les douleurs menstruelles, ça peut apporter aussi de l'amour pour soi, parce qu'il y a de l'ocytocine, de l'amour pour l'autre, et vraiment d'y aller à son propre rythme et de trouver ses propres techniques. Et aussi, des fois, il y a des personnes qui aiment se masturber, mais pas forcément en présence de l'autre. Et donc ça aussi, il faut savoir le respecter. Oui, oui, voilà, parce que parfois c'est aussi une pratique de partager, donc d'être dans le partage, de regarder l'autre se masturber, mais c'est vrai que ça peut pas être, ça peut pas correspondre à tout le monde. C'est une bonne façon d'apprendre ce que son partenaire aime, mais tout le monde n'aime pas faire ça. Et justement, je voulais un peu rebondir sur comment est-ce qu'on crée pour soi-même. Tu parles de l'amour de soi, prendre du temps pour soi. Alors, est-ce que tu aurais des petits conseils peut-être pour prendre le temps de se faire une séance de masturbation? Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la planifie? Est-ce qu'on la met dans son Google Agenda et voilà, tous les dimanches à 18h, j'ai rendez-vous avec moi-même. Quels sont tes conseils là-dessus? Alors là, pour le moment, j'ai pas vraiment de réponse tranchée parce que pareil, j'aime bien instaurer les petits rituels planifiés, mais j'ai pas envie que ça soit une injonction de plus. Alors on peut instaurer des rituels selon son rythme. Quand on a cette envie-là ou une envie qui nous traverse, hein, des fois ça nous traverse puis on la laisse passer et voilà. S'il y a cette envie-là de se masturber ou de prendre du temps pour soi, alors attraper cette envie-là et de se faire plaisir. Mais ça peut être aussi des moments un petit peu plus ritualisés comme, je sais pas, je sais qu'il y a des personnes qui prennent un bain de manière, par exemple, une fois par mois, mensuellement, et se disent, en fait, ça va être à ce moment-là, quand je vais prendre mon bain, que je vais me faire du bien. Ou d'autres, c'est à des moments où quand j'ai mes règles, et là, je vais me faire du bien pour soulager des douleurs. En fait, c'est vraiment à chacune de trouver des moments qui sont le plus adéquats, selon son rythme, selon ce qu'on a envie. Et d'avoir bien sûr un espace, on parlait de safe space, d'avoir un espace où on sait qu'on peut être dans l'intimité, que personne va venir nous déranger. Peut-être si on a besoin de fermer les rideaux, d'éteindre la lumière ou de fermer la porte à clé pour vraiment être détendu. Et par rapport au moment self-love et les rituels, ça, je pense, dans tous les cas, c'est au quotidien. En fait, le self-love doit être au quotidien. Et pour en tout cas, moi, ce que je préconise, ce que je recommande, c'est que, voilà, le soir ou le matin, après la douche, de pouvoir s'appliquer une huile ou une crème, mais de manière consciente, en se donnant de l'amour à chaque fois qu'on le fait. Et ça, c'est du self-love au quotidien qui s'instaure et qui, du coup, devient une pratique régulière et qui s'ancre vraiment dans le corps, quoi. Ouais, c'est génial, mais c'est vrai que ça fait partie, ça fait un peu partie du mouvement de slow sex et de la masturbation de pleine conscience, d'être vraiment en éveil et savoir exactement ce que je fais, être in touch. Enfin, je dis ça, je fais plein d'anglicismes, pardon, mais voilà, être vraiment conscient de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous fait peut-être moins bien aussi. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de réalisations dans le processus, dans nos séances de masturbation. C'est aussi apprendre à se connaître, et parfois quelque chose qui je pensais allait me faire du bien va pas forcément marcher aujourd'hui, peut-être que ça marchera demain. Je pense qu'on est aussi très fluide dans notre sexualité, et ça évolue tout au long de la vie, donc ne pas aussi se fermer peut-être à certaines pratiques, voilà, et réessayer sans injonction, encore une fois. Ouais, d'être dans la curiosité, quoi. C'est ça, en fait. C'est voilà. comme la sexualité évolue et que la masturbation est une bonne pratique dans le sens où elle permet de savoir ce qu'on aime, ce qu'on a envie là aujourd'hui. Et bien, comme elle évolue, ça nous permet aussi de voir, tiens, aujourd'hui, et peut-être ça peut être lié à différentes choses, hein. Ça peut être lié au cycle menstruel, ou s'il y a une grossesse, ou s'il y a une ménopause, ou s'il y a des traitements hormonaux. Évidemment que ça va fluctuer selon si je me sens bien dans mon corps ou si je suis stressée. Bref, il y a tellement d'éléments. Mais le fait de se masturber, de se connecter à soi, ça permet de se dire, OK, où j'en suis dans ma sexualité, quel genre de toucher, comment j'ai envie d'être touchée aujourd'hui,
Et ça, c'est un bon indicateur pour ensuite l'exprimer à ses partenaires, sa partenaire, par rapport aux relations intimes à deux, et de dire, écoute, là, je sens que aujourd'hui ou cette semaine, j'ai plus besoin de toucher vraiment doux, vraiment sensuel, et donc on le partage à l'autre en fait. Et cette communication-là, elle réduit vachement la frustration pour soi, mais aussi pour l'autre. Bien sûr, ouais, vraiment la communication qui est la base dans le sexe, en fait, dans tout échange sexuel. Et comment est-ce qu'on arrive, parce que très souvent, on associe pratique masturbatoire, masturbation à l'atteinte de l'orgasme à tout prix. Comment est-ce qu'on dépasse en fait cette injonction et on prend juste du temps, comme tu disais, pour être curieux, pour se découvrir. Et l'orgasme n'est pas une fin en soi, ou est-elle une fin en soi? Je ne sais pas si c'est ma question. Il y a la jonction encore sur l'orgasme. Tout à l'heure dans le chat, on parlait du slow sex, et donc il y avait des références de bouquins. Ça peut être une première approche aussi pour déconstruire un petit peu tout ce qu'on a entendu dans notre éducation sexuelle, ce que la société nous dit par rapport au fait que voilà, quand on se masturbe, en fait, masturbation, et souvent dans ce que j'entendais, enfin de ce que j'entends par rapport aux femmes, c'est donc masturbation, c'est une pénétration vaginale qui doit mener à un orgasme. Et donc, des fois, la pénétration vaginale n'amène pas à l'orgasme, ce que les études prouvent, que généralement... je crois. Oui, voilà, même plus qui ont pour du les plaisir. Personnes adultes. Ouais, qui se touchent le clitoris. Et souvent, du coup, les personnes, la vulve ne se masturbent pas parce qu'elles se disent, masturbation, il faut une pénétration vaginale, je ressens rien. Hein, c'est de se dire, ok, il y a bien plus que ça dans les sensations, et donc et c'est tout ce qui se passe ces dernières années, si on remet au centre, enfin pas au centre, mais si on remet de l'importance au clitoris, mais même à d'autres zones érogènes, les personnes ressentiraient beaucoup plus de plaisir et se permettraient de la masturbation. Par rapport à l'orgasme, en fait, dès qu'on ressent des sensations de plaisir, et ça c'est la base aussi du slow sex, c'est déjà des états orgasmiques. Donc en fait, il n'y a rien besoin de faire. Il y a juste besoin d'être et d'explorer en fait tout ça. Et quand on comprend ça, on relâche tout, et il y a déjà beaucoup, beaucoup moins de pression par rapport à ça, et on peut vraiment profiter du moment présent. Oui, voilà, parce qu'il y a une multitude de façons en fait d'avoir des orgasmes. Ils peuvent être plus ou moins intenses, et je pense aussi qu'ils sont très certainement différents, les orgasmes qu'on peut expérimenter seul en se masturbant qu'en couple. C'est pas du tout la même chose, et je pense que l'un n'exclut pas l'autre. Et sont même complètement complémentaires en fait. Donc c'est pas parce qu'on est dans une relation de couple qu'on doit forcément s'interdire, j'imagine, de se masturber. Et comme tu disais, la communication est clé encore une fois. Donc peut-être justement d'en parler avec son partenaire et de se dire oui, j'en ai besoin, et toi, que tu en ressentes le besoin ou pas, en fait c'est ok quoi, c'est ok de se masturber. Ouais, c'est de prendre en charge son plaisir aussi. Hein. La masturbation, c'est une pratique autonome, indépendante de l'autre. Peu importe si l'autre a envie ou pas envie, on prend en charge son envie, son besoin, son plaisir. Et tu disais autre chose aussi, j'ai oublié. Alors attends, qu'est-ce que je disais? Parce que je dis beaucoup de choses et puis je suis le fil de mes pensées. Bon, on va rebondir d'une façon ou d'une autre. Après, je voulais peut-être aborder aussi le sujet, parce qu'il y a certains adultes qui ne se sont jamais vraiment masturbés, et pour qui c'est peut-être aussi un complexe, parce que je pense que c'est des sujets, on en parle de plus en plus autour de nous. Je pense que la parole se libère un petit peu. Et comment est-ce qu'on dépasse en fait peut-être cette gêne ou cette honte, mais moi je sais pas faire. Quels seraient tes conseils là-dessus? Comment est-ce qu'on arrive à s'apprivoiser quand on n'a jamais pris le temps en fait de le faire? Ouais, c'est de prendre le temps, du coup. Non, souvent, ce qui revient, c'est justement je sais pas faire, et donc je sais pas faire, et il n'y a pas la curiosité, ou il manque un élan. En fait, des fois, c'est des personnes qui ont besoin d'un accompagnement. Donc justement, là, la sexologue a sa place pour accompagner les personnes. Et justement, une fois qu'elle l'accompagne, que les sexologues accompagnent justement cette personne-là,
Ça va de soi. Mais donc, du coup, c'est de se donner du temps, se permettre aussi de prendre ce temps-là pour se découvrir, s'autoriser à se découvrir et se permettre de ressentir du plaisir. Donc, des fois, en fait, ça vient de plusieurs blocages. Et ça aussi, du coup, c'est important en consultation, en sexothérapie, de voir où sont les blocages pour pouvoir travailler dessus et donner des pistes justement pour que la personne puisse explorer son plaisir selon ce qu'elle a envie, en fait. Pas simplement en disant, voilà, pour vous masturber, c'est comme ça et il y a une recette magique. Non, c'est vraiment de l'adapter à la personne, quoi. Ok. Et du coup, je rebondis aussi un petit peu parce que parfois, en fait, on n'y pense peut-être pas à consulter un sexologue. Et comment est-ce que toi, ton intervention en tant que praticienne, ça va venir compléter peut-être un suivi de médecin traitant ou de gynéco? Oui. Comment est-ce que vous pouvez travailler comme ça ensemble? Oui, justement, hein, les sexologues travaillent rarement seuls. Au contraire, on a besoin d'une équipe pluridisciplinaire parce que la sexologie et la sexualité, c'est très vaste. Et donc, on travaille avec des gynécos, avec des médecins, avec des kinés pour la rééducation périnéale, par exemple, quand il y a des troubles de vaginisme, avec des psychologues quand il y a des troubles psychologiques plus profonds, même des traumas, des antécédents d'abus sexuels, où là, les sexologues peuvent travailler là-dessus, mais des fois, quand c'est vraiment profond, c'est bien d'avoir un suivi psychologique. D'avoir aussi des gynécologues pour vérifier au niveau anatomique s'il n'y a pas justement des lésions ou s'il n'y a pas des troubles sexuels qui viendraient s'expliquer physiologiquement. Et donc, c'est très complémentaire. En fait, toutes ces approches sont complémentaires et ça permet justement une guérison du coup holistique par rapport aux patients, patientes, mais même du coup un accompagnement et s'assurer que voilà la patiente ressort avec vraiment des bénéfices parce que elle est accompagnée ou il est accompagné vraiment de manière globale. Bien sûr, donc ne pas hésiter en fait à en parler à son médecin traitant, à son gynécologue aussi pour pouvoir bien s'entourer d'une équipe de professionnels. Oui, et des urologues, pardon aussi, hein, mais il y en a plein, enfin des urologues aussi pour les pénis, etc., ou tout ce qui est urètre. Voilà, de toute façon aussi les sexologues seront amènes de dire, voilà, s'il y a un petit, ça serait bien que vous consultiez aussi votre gynécologue, ou là, allez voir un urologue. Donc, on recommande aussi d'autres professionnels parce que c'est important aussi au niveau physiologique de s'assurer que tout va bien sur cet aspect-là. Bien sûr, évidemment. Et oui, je pense que si on n'est pas bien dans son intimité, en fait, on peut pas être bien dans sa sexualité. Donc déjà aussi pouvoir traiter les problèmes qu'on peut rencontrer toutes et tous dans notre intimité, c'est vrai que ça peut nous libérer aussi parfois dans notre sexualité. Je pense à des femmes, par exemple, qui sont atteintes d'endométriose. Voilà, c'est vraiment des douleurs qui sont terribles, hein. Et donc avoir peut-être ce suivi aussi avec un sexologue, comment s'adapter voilà dans sa pratique de masturbation ou avec un partenaire. Je pense que tu dois aussi voir beaucoup de patients qui sont atteints de ces troubles qui sont de plus en plus connus, hein, qui sont complètement de toute façon normaux et voilà, on les connaît de plus en plus. Oui, malheureusement, oui, ils viennent malheureusement, heureusement, on les connaît de plus en plus, on en parle de plus en plus et du coup, ça permet un meilleur accompagnement. Malheureusement, ça existe encore, il y a peu de traitements. Mais justement, dans les sexologues aussi, il y en a qui se spécialisent vraiment, par exemple, oui, pour l'endométriose, il y en a qui se spécialisent pour le vaginisme, il y en a qui se spécialisent pour la sexopérinatalité par rapport à la vie intime en postpartum, etc. Donc, on est vraiment à l'écoute de ce que les patientes nous amènent pour vraiment délivrer un suivi personnalisé et répondre à la problématique du mieux possible, quoi. Bien sûr. Et donc là, ça me permet de rebondir sur une question que je vois dans le chat de Constantin qui dit qu'il a une amie qui souffre de vaginisme et qu'elle aborde que rarement le sujet parce que c'est très sensible. Donc, on imagine, oui, que ça doit être une souffrance. Et elle a peur de s'engager dans des relations et comment sortir de cette situation. Donc, et il demande si on sait d'où provient le problème et comment est-ce qu'on peut l'aider
à le régler. Donc, j'imagine en prenant une consultation avec Camille Bataillon déjà. Oui, ou d'autres professionnels, hein, c'est ce que j'allais dire. Professionnels. Pour répondre à toutes ces questions-là, de toute façon, le mieux, ça serait de voir, voilà, de consulter avec un ou une sexologue parce qu'elle sera amène de poser des questions, de faire l'anamnèse et de savoir. Alors, le vaginisme, ça se soigne très bien. Donc, ça serait dommage de rester dans la souffrance. Par rapport à cette amie, il faudrait lui dire, voilà, il faut consulter parce que ça se soigne et ça se soigne bien et que ça serait dommage de rester dans de la souffrance pendant des années. Les causes, elles peuvent être multiples, mais c'est souvent des peurs, des blocages, des peurs émotionnelles, des blocages. Ça peut être lié aussi à des abus, des traumatismes, mais c'est pas forcément le cas. Et vraiment, ça va être vraiment de travailler sur ça ou de la connaissance aussi du corps, parce que des fois, on peut voir qu'il y a une mauvaise connaissance au niveau du corps. Tout ce qui est croyance aussi, quel genre d'éducation sexuelle elle a reçu, quelle est sa vision de la sexualité, quelle est sa relation avec les hommes, comment elle les perçoit. Donc, en fait, ça va être vraiment ça, un accompagnement déjà de comprendre d'où ça vient pour donner des pistes et y aller progressivement. Des fois, ça peut être des vaginismes qui sont là depuis le début de la vie intime. Et des fois, ça peut être du vaginisme qui arrive après un certain événement. Par exemple, un accouchement, par exemple, un traumatisme, ou par exemple, une relation qui s'est mal terminée. Bref, il peut y avoir plusieurs raisons. Et donc, je conseille à cette amie-là de pouvoir de faire la démarche de consulter parce que c'est vraiment important pour pas rester seule dans sa souffrance, sachant qu'il y a des choses possibles et un accompagnement et du soutien qui peut être rendu possible. Oui, bien sûr. Alors, je continue sur les questions. Il y a Eugénie qui dit « On m'a souvent demandé comment faire pour les personnes à vulve ayant un blocage sur le sexe oral avec un partenaire donc à pénis masculin. Je réponds qu'on peut y aller pas à pas et commencer par le toucher, puis désacraliser l'orgasme. Auriez-vous d'autres conseils ? Ça serait demander à cette personne si elle sait pourquoi il y a ce blocage par rapport à ça, au sexe oral, parce qu'il peut y avoir pareil plusieurs possibilités. Moi, ce que j'entends souvent en consultation par rapport au blocage au sexe oral, c'est le fait d'associer ça à une pratique pornographique et donc de se dire bah voilà, je veux pas être une actrice de film porno, je suis pas une prostituée ou je ne veux pas me soumettre, je veux pas être dominée. Donc il y a des fois ce rapport, ce blocage, cette croyance-là qui peut être déconstruite ou informée par rapport à ça. Et effectivement, de toute façon, toujours y aller pas à pas. Mais déjà voir voilà où se situe le blocage. De toute façon, c'est déjà le plus important. Et ensuite, une fois qu'on comprend ce blocage et qu'on a travaillé par rapport à ça, effectivement, c'est d'y aller progressivement. Ou des fois même, dès que le blocage n'est plus là, en fait, ça libère déjà plein de choses et il n'y a plus de problème par rapport à ça. Donc, je dirais déjà de savoir voilà d'où vient le blocage. Oui, bien sûr, de pouvoir mettre des mots dessus et comprendre en fait ce qui se passe. Voilà, ouais, parce que comme on disait, c'est vraiment la sexualité, c'est autant émotionnel que physique en fait. Évidemment, il faut que le physique suive, mais si l'émotionnel n'est pas là, c'est complètement complémentaire. Donc c'est dans cette approche beaucoup plus holistique. Voilà, pour comprendre les blocages physiques et vice versa. Oui, d'ailleurs, Ah oui, je te coupe, pardon. D'ailleurs, dans les traitements, souvent on dit en sexothérapie, il y a bien sûr, faut traiter l'aspect médical, physiologique, mais c'est un infime pourcentage par rapport à tout ce qu'il faut travailler en psycho-sexo, donc tout ce qui est psychologique, émotionnel, etc. Et c'est souvent là le plus gros travail à faire. Oui, bien sûr. Alors, il y a Clémence qui fait un retour d'expérience et elle dit qu'elle a eu besoin de consulter un sexologue, mais la parole n'est pas forcément évidente déjà avec les professionnels du secteur médical. Et en demandant aux femmes de son entourage, on a du mal en fait à trouver des médecins qui jugent pas dans la sexualité, dans les choix de contraception, dans la grossesse. Donc, il faudrait que ça change et qu'ils orientent vers plus de sexologie. Donc là, j'imagine que
c'est aussi le but aussi un petit peu avec Mia.co, c'est ce que vous faites. Voilà. C'est ça, Mia.co, justement, c'est pour répondre par rapport à ces craintes-là. Mia.co, c'est une plateforme qui se veut bienveillante, safe space, où les personnes peuvent vraiment partager leurs questionnements intimes auprès de sexologues diplômés qui sont vraiment aussi pareils dans une approche psychosexo, vraiment holistique. Et d'ailleurs, sur cette plateforme, il y aura aussi un forum pour les personnes qui voudront échanger sur leurs expériences de manière anonyme, pour aussi faire profiter de la communauté. C'est ça aussi qui est enrichissant. Bah oui, c'est sûr, oui, parce que très souvent, en fait, on n'en parle pas et on n'est pas au courant que notre voisine, notre voisin, en fait, on traverse exactement les mêmes problèmes. Et donc, bouche à oreille, ça marche pas très bien en sexologie. Non, bah, c'est pas... donc, c'est vraiment un beau projet. Et quand est-ce que ce projet sort? Manon nous a dit la semaine prochaine. Ouais. Mais est-ce le cas? Alors, on a dit que ça sortira après la Saint-Valentin et avant les giboulées de mars. Donc, c'est plus qu'une question de jour. D'accord, une question de jour. Donc, pour être tenu au courant de la sortie, j'imagine, on vous suit où ça, sur Instagram? Alors, oui, vous pouvez nous suivre sur Instagram, je crois d'ailleurs que... Donc, sur le site internet, pour l'instant, c'est encore en attente, mais vous pouvez déjà voir le site internet pour quand il y aura l'ouverture, vous serez au courant. Il y a le compte Instagram mia.co avec le -fr, je pense que Manon le remettra. Et sinon, si vous n'arrivez pas à trouver, vous pouvez aussi me contacter sur mon Instagram Camille Parle Sexe et je vous redirigerai vers la plateforme qui sort du coup tout bientôt et on est très très excités. Il y a vraiment une attente et de la demande, donc ça va être top. Carrément. Ouais, c'est vraiment un beau projet, donc on est heureuse vraiment de t'avoir. Comme je ne vois pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir conclure ici. Donc vraiment, merci beaucoup Camille d'être venue, de nous avoir présenté Mia et puis d'avoir répondu à toutes nos questions sur la masturbation. C'était un échange très riche. Merci beaucoup. Merci et bravo en tout cas aussi pour cette synergie entre vous toutes pour faire ce self-love et commencer les webinaires sur ce sujet-là. Donc, on en a besoin et c'est top. Et merci aux personnes d'avoir été au rendez-vous et on continue sur cette lancée. Hein. Voilà, exactement. Écoute, on t'aura de retour avec grand plaisir pour en parler encore sur d'autres sujets. Donc là, on continue ces sessions de webinaires donc qui sont vraiment consacrées au self-love pendant tout le mois de février. Donc vous nous retrouverez dimanche prochain. Le thème sera donc plus sur les règles et les cycles hormonaux. Voilà, la semaine prochaine. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. Et puis voilà, plein d'autres choses encore qui arrivent. Donc, chez Toku, Manon est là, voilà. Oui, je me permets juste de revenir pour finir, juste pour dire que c'est vrai que dans le programme, on avait marqué, enfin, j'avais marqué du coup, que à partir de maintenant jusqu'à 20h, il y aurait peut-être un petit échange entre nous trois, Gapienne, Collectif Junon et Tolku, sur nous, les outils qu'on propose, que ce soit ceux qui ont été repérés par Collectif Junon ou par Gapienne ou Tolku sur nos propres boutiques, sur la découverte de soi, le self-love, la masturbation, mais du coup, on s'est dit que ça allait faire un peu tard et qu'on allait plutôt vous préparer ça d'une autre manière, en petite vidéo ou IGTV qu'on partagera sur nos réseaux ou qu'on vous enverra avec les replays. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va pas le faire ce soir quand même, pour que le self-love soit aussi en pratique chacun de votre côté. Moi, j'attends, là, il y a mon self-love qui m'attend, là. Allez, vous célébrez, enfin, voilà. Voilà. J'espère qu'il y avait matière, il devrait y avoir matière à plaisir, à désir. Donc, bonne soirée à tous et merci à toutes et à tous de vous être connectés. C'était vraiment un super échange. Super. Merci tout le monde. Je vous embrasse. Bonne soirée. Bonne soirée.